C'est ici que je propose d'en revenir à la clinique avec le cas d'une patiente. Cette patiente justifiait ce passage par la question de la phobie sociale, car comme je l'ai dit plus haut, elle est venue avec ce diagnostic. Il se trouve que le tableau clinique que cette patiente donne au travers de sa parole correspond à cette symptomatologie de phobie sociale. Les mots qu'elle emploie semblent d'ailleurs parfois sortis de manuels de psychiatrie ou de la littérature sur la phobie qu'elle a largement parcourue. Aussi, à elle de dire « mais ça c'est un symptôme de la phobie sociale, donc qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ?» non sans une pointe d'agacement, permettant de ne pas dire justement ce qu'il en est. Lors d'un des premiers entretiens, elle dira que les mots permettent de savoir ce que l'on ressent, de savoir que d'autres éprouvent la même chose. Les mots des autres, ce savoir des autres rassure, mais vient aussi boucher cet espace libre de sa parole, saluant ainsi aux résistances. Cette jeune femme est âgée d'une vingtaine d'années et vit en région parisienne. Elle étudie sur Paris et a donc décidé de débuter sa psychothérapie sur Paris. Je précise ça car ça s'inscrit pour elle dans une démarche d'adulte, d'individuation par rapport à sa famille. Elle met cela en contraste avec les médecins qu'elle a rencontrés lorsqu'elle était plus jeune par le truchement de ses parents. Aujourd'hui, c'est elle qui fait cette démarche et ailleurs qu'aux alentours de chez elle. Le début de sa maladie a commencé vers l'âge de 10 ans, suite à un déménagement. Sa maladie a débuté pour elle par une difficulté à se lever pour aller à l'école. Ce qu'elle a commencé à appréhender, c'est le chemin à pied. Cela suscitait de l'angoisse, dit-elle, de devoir marcher sous le regard des autres. Angoisse qui persiste parfois encore aujourd'hui lorsqu'elle marche dans la rue. Par la suite, d'autres symptômes, sources d'angoisse, mais aussi sources d'empêchement pour certaines situations se sont rajoutés. Les plus présents et gênants sont les moments de groupe où les regards se croisent de part en part et lorsqu'elle est dans la situation de manger sous le regard des autres. Son inquiétude concerne notamment les temps relationnels lorsqu'elle doit aller à l'université. Ces situations provoquent chez elle de l'angoisse, allant parfois jusqu'à se sentir mal dans son corps ou à être empêchée dans ses mouvements et devoir faire appel à une amie pour la rassurer et l'accompagner. Il est arrivé qu'il lui soit impossible d'entrer en cours et qu'elle reste bloquée devant la salle pour éviter de croiser les regards. Tout cela induisant une peur permanente pour elle d'affronter de telles situations. Tout d'abord, il est important de distinguer angoisse et peur, bien que jusqu'à présent j'ai employé les deux indifféremment pour rester fidèle à la parole de cette jeune femme. L'angoisse et la peur n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La phobie est associée à cette question de la peur. Souvenons-nous de la citation du début tirée du manuel de psychiatrie, le DSM-4. C'est une peur persistante et intense. Selon Freud, l'angoisse est éprouvée sur fond d'absence de représentation. Là où justement la peur, elle, se fixe sur une représentation. Lorsque quelqu'un a peur, il a peur de quelque chose. L'angoisse, elle, surgit et s'impose sans que l'on puisse vraiment dire d'où elle vient. La patiente dont je vous parle distingue elle aussi peur et angoisse, en évoquant que la peur l'accompagne au quotidien et que c'est stupide, car bien souvent, il ne se passe rien qui justifie cette peur. L'angoisse, elle, l'envahit parfois, mais pas dans chacune des situations phobiques qu'elle rencontre. Bien plus souvent, les situations phobiques la confrontent à une anticipation en pensée de tout ce qui pourrait se passer, justement, soit à un flot de représentation. Mesdames et messieurs, dès les premières lignes de sa tentative de théoriser les nombreuses phobies qu'affligent plusieurs nerveux, Freud se positionnera très clairement. Comment questionner les grandes névroses, comme le souhaitent Mademoiselle Buguet et M. Faugeras dans l'argument de psychologue, si la phobie est ici, j'entends dans l'article de 1894, intitulé « Les névropsychoses de défense, reconnaissant donc symptômes ». D'emblée, la messe est dite à ces moments-là. Freud nous décrit
l'histoire d'une jeune fille qui souffrait de la peur d'être assaillie par une pressante envie d'uriner et de devoir s'y mouiller. Le but d'une telle envie pressante l'a vu un jour effectivement obligée à quitter une salle de concert pendant l'exécution. Dans le texte allemand, nous ne trouvons pas trace de mot angst. Ensuite, dans la même page, Freud nous signale la dimension handicapante pour la vie de cette personne. D'ailleurs, Faugeras a évoqué aussi la dimension handicapante de la phobie donc, chez sa patiente. Il nous dit, donc Freud, cette phobie, dièse-phobie, dans le texte allemand, l'avait peu à peu rendu incapable de toute jouissance et de tout commerce. Voilà l'inquiétude du clinicien. Hein? Nous sommes des cliniciens, comment faire pour que les gens puissent vivre leur vie et avoir un commerce avec l'autre. Hein? Bon. Il nous faut exclure l'hypothèse organique, ce sont ces mots à Freud. Je vous signale cela parce que Freud n'a jamais fait peu d'écart de la dimension médicale des souffrances psychiques. Claire Taradano. Donc, il nous faut exclure la dimension organique. Il a l'importance que les psychanalystes soient toujours très proches de la sœur médecine, la sœur aînée de la psychanalyse, la médecine. Donc, il nous faut exclure la dimension organique. Il décortique pour nous la dynamique qui avait amené cette jeune femme à la phobie. Freud était maître. Et il nous prend par la main et il nous apprend. Comme ça. Dans le texte français, elle est, donc je cite, prise d'un violent effroi. Elle est prise d'un violent effroi. C'est qu'il laisse entendre que nous ne connaissons pas l'agent de l'effroi. Dans le texte allemand, Freud dit, donc, il y a le texte du traducteur de Freud et le texte de Freud. Donc dans le texte allemand, Freud dit qu'elle s'effraie, c'est-à-dire une partie d'elle s'y mettait à terroriser l'autre partie. Elle entend une partie d'elle, une partie folle, effrayer une autre partie d'elle. Et cela était une habitude chez elle, c'est-à-dire avant même l'existence de ces premiers moments de la salle de concert. La partie folle, c'est la résistance du moi. Ça, j'ai pioché dans mes études freudiennes, donc en 1925. Il balance comme ça, le surmoi, il parle de la résistance du surmoi. Donc, la partie folle, c'est la résistance du surmoi. La partie effrayée, c'est le moi conscient. Selon mon interprétation, bien entendu. Cette partie effrayée n'est pas victime pour autant. Puisque nous dit Freud, elle est décidée à combattre la folie du surmoi. Elle fait cela en éloignant l'idée d'être la femme de l'homme et en mettant en évidence, pour éloigner une telle idée, une envie pressante d'uriner, pour ainsi avoir une raison de sortir de la salle de concert. Regardez comme il nous mène comme ça, nous prend par la main et il nous indique comme ça se déroule.